Donc, on va passer à notre deuxième présentatrice de ce soir, Leila Moustapha Kara, qui s'intéresse et est au doctorat en sciences biomédicales et elle s'intéresse au lien, à la place du voyage dans notre perception avec notre corps. Donc, elle va faire sa présentation qui s'intitule « Les couleurs du voyage, raconte-moi ton voyage ». Donc, je vous invite à accueillir chaleureusement Leila. Merci beaucoup. Désolée, j'ai mis un peu de temps à atteindre la scène. Effectivement, moi aujourd'hui, je viens démystifier avec vous le mythe du voyage. Parce que je pense que vous connaissez tous à peu près ce mot-là et peut-être que vous l'avez déjà tous expérimenté au moins une fois dans votre vie. Alors, pour commencer, on s'est dit, le plus logique, c'est de vous demander votre avis à vous. On va y aller avec deux exemples. Si on prend par exemple une personne qui va à la plage en vacances pendant une semaine, et qu'elle passe globalement toute la journée, chaque semaine, au même endroit, et qu'elle fait les mêmes activités, donc se baigner, puis profiter du soleil et bronzer un peu. À main levée, qui dit que c'est un voyage? Quand même, une grande majorité. Super. Un deuxième exemple, maintenant un groupe d'amis qui va partir le temps d'un après-midi dans un jeu d'évasion. Pendant 1 heure, ils se plongent dans un monde complètement imaginaire, ils se divertissent et ils essayent de résoudre une énigme. Encore une fois, à main levée, qui pense que ça, c'est un voyage? Il est un petit peu plus dur, celui-ci. En fait, ces deux exemples, puis cet exercice-là, il me permet juste de vous dire que le mythe que je viens de démonter aujourd'hui, c'est que oui, quand on pense que c'est facile de définir le voyage, pas tellement. Et vous avez peut-être entendu dire la plupart du temps, ou même vous le dites quand vous voyagez, bah moi je sais ce que c'est. Le voyage, c'est l'évasion, c'est se dépasser, c'est aller rompre un peu avec le quotidien. Puis vous avez raison, franchement, c'est ça. Mais ça, ce que vous venez de dire ou ce que vous venez de penser, c'est ce que ça apporte le voyage. C'est pas ce que c'est réellement. Alors on s'est demandé, est-ce que c'est possible de le définir vraiment de façon très catégorique? Alors on a essayé de recouper un peu toutes les sources scientifiques. Puis qu'est-ce que ça dit globalement? C'est que le voyage, c'est l'action de se déplacer. De se déplacer dans une autre ville, un autre pays, ou juste tout simplement un autre endroit. Et dans le voyage, il y a absolument un point de départ et un point d'arrivée, mais surtout, il faut qu'il y ait un retour au point de départ, ok? Peu importe quand, mais un retour. Et le fait qu'il y ait un point de départ et un point d'arrivée, ça veut dire que dans le voyage aussi, il y a plusieurs étapes. On a l'avant. L'avant, c'est le moment où on va tout préparer, là, on se dépêche de faire ça, puis on rêve, on est déjà là-bas. On a le pendant et on a l'après. Excusez-moi avec le micro. On a l'après. L'après, c'est le moment où, par exemple, on montre les photos à ses amis. Et là, on est encore un peu là-bas dans nos cœurs et dans nos têtes. Alors, le truc, c'est que personne n'a réussi à définir c'est quoi le temps minimum et maximum d'un voyage. Ni même définir c'est quoi la distance minimale requise pour dire que, ouais, là, ça y est, je suis partie en voyage. Et donc, pourquoi? Parce qu'avant tout, on s'est rendu compte que le voyage, c'est une expérience personnelle. Donc, il n'y a que vous et vous-même qui pouvez dire « Ouais, ça y est, moi, je suis un voyageur ». Et d'ailleurs, il y a une grosse question à chaque fois, c'est « Vous préférez vous définir comme voyageur ou plutôt comme touriste ?» Et parce que depuis la nuit des temps, en fait, on fait la différence. Parce que dans notre inconscient, le touriste, c'est la personne plutôt passive, qui va se déplacer juste pour se divertir. Tandis que le voyageur, c'est la personne active, qui va chercher par soif de connaissances, qui va vraiment acquérir de la culture, etc. Comme si c'était un peu une question de bien et de mal. Mais aujourd'hui, ça fait vraiment plus de sens de faire la différence, parce que globalement, le voyageur et le touriste, ils finissent par faire les mêmes activités aux mêmes endroits. Et pourquoi on le voyait souvent sous l'angle du bien et du mal? C'est parce que historiquement, un voyage, ça devait toujours être utile. Okay? Et c'est apparu avec les grands tours. Bon, depuis la nuit des temps, les voyages doivent être utiles avec les marchands, les commerçants, etc. Mais avec les grands tours, c'est apparu encore plus. Parce que comme son nom l'indique, les grands tours, c'est des voyages circulaires qui étaient réservés vraiment à l'aristocratie anglaise pour aller apprendre d'un autre monde et surtout revenir
expliquer et transmettre la connaissance. Et c'est dans ce même état d'esprit de l'utilité du voyage qu'on a aussi la figure du pèlerin. Le pèlerin, c'est lui qui va voyager pour aller se rendre dans un lieu de dévotion, puis s'élever un peu spirituellement et essayer de trouver la guérison autant spirituelle que physique. Donc on commence de plus en plus à s'intéresser au corps dans le voyage, parce que le corps, c'est la santé. Et peut-être que vous avez déjà entendu vos parents ou vos amis dire « sors un peu prendre l'air, ça va te faire du bien ». Et ça, en fait, c'est le médecin Richard Russell qui a inventé cette expression, parce que ça a été le premier médecin à envoyer ses patients en voyage pour prendre soin de leur santé. C'est lui qui a initié tout ce qu'on peut dire les retraites balnéaires, parce qu'il était vraiment convaincu des bienfaits de l'art marin sur le corps, etc. Et on arrive au voyage d'aujourd'hui. Le voyage d'aujourd'hui, il est fait pour rompre avec le quotidien, expérimenter la différence et surtout se divertir. Alors, ça ne veut pas dire que le voyage, là, il est plus vu sous l'angle de l'utilité. Ça veut juste dire que maintenant, on accepte et on assume la notion de loisir et de plaisir dans le voyage. Mais en gros, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est simplement que les formes et les raisons d'un voyage, elles sont variées, ok ? On peut voyager par plaisir, pour apprendre, professionnellement, pour aller voir la famille. Il y a autant de voyages que d'êtres humains dans cette salle et sur la planète. Et vous l'avez compris, chaque fois qu'on essaie de définir le voyage, on est obligé de dire ce que ça apporte. Ce que ça apporte psychologiquement et physiquement. Et le point commun dans tout ça, c'est le corps. Le corps, il est vraiment central dans le voyage. Pourquoi ? Parce que le voyageur, c'est un être humain qui déplace son corps dans un espace-temps. Alors du coup, moi, dans ma thèse, je m'intéresse à la façon dont le corps il est mobilisé dans le voyage, et j'y vais sous un angle psychologique, parce que je m'intéresse à l'image du corps. Pourquoi ça ? En fait, on a commencé par faire une petite revue de la littérature pour comprendre tous les éléments qui parlent de l'image du corps et du voyage. Et on a trouvé des trucs vachement intéressants. Par exemple, dans notre société actuelle, on a un modèle corporel qui est plutôt un seul modèle, dans nos sociétés occidentales, pardon, et c'est le modèle surtout mince et musclé. Dans d'autres sociétés, si on se déplace ailleurs dans le monde, on a d'autres modèles corporels. Donc en gros, le voyage, ça devient un moment d'aller expérimenter la différence, ok ? D'aller expérimenter différents modèles culturels corporels. Par contre, le voyage, quand il est plutôt synonyme de vacances à la plage, c'est un lieu où les pressions liées au corps, elles reviennent en force. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous sentir un peu mal à l'aise sur la plage en maillot de bain, de ne pas avoir envie d'aller vous baigner parce que vous aviez peur de ce qu'on allait penser de votre propre corps. Après, au-delà des apparences, le voyageur, c'est aussi celui qui sollicite sans arrêt ses sensations corporelles. Pourquoi ? Parce que quand on voyage, on visite en marchant, ou peut-être qu'on va aller expérimenter des danses locales, je ne sais pas. Mais ça fait que tout ça, c'est des expériences corporelles qui fait qu'on va se rappeler du lieu. On se rappelle du lieu parce que tel jour, quand on a visité tel monument, il faisait super chaud. Puis on n'a pas arrêté de marcher. Et ça, tous ces ressentis-là, ça fait qu'on se souvient encore plus de la destination. Pareil, quand on a visité le monument, on se rappelle qu'on était tout petit par rapport au gros monument, parce qu'on a pu le voir de nous-mêmes avec notre corps. Et ça n'avait rien à voir avec toutes les photos qu'on a pu voir auparavant. Et en dernier lieu, le voyage aussi, dans le voyage, notre corps, c'est lui qui nous permet de nous rappeler du plat, du goût, de l'odeur, et ce qui fait qu'on a plus ou moins aimé la destination aussi ou pas. Alors si le corps il est aussi central dans le voyage, je me suis permis de m'intéresser à une population pour qui l'image du corps, elle est aussi centrale. C'est les personnes qui présentent des attitudes et des comportements alimentaires dysfonctionnels, voire des troubles des conduites alimentaires. Pour cette population, l'image du corps, elle est mise à rude épreuve et elle est plutôt négative. Alors, qu'est-ce qui se passe si ces personnes-là, on leur fait expérimenter un voyage dans lequel le corps, il est vu autrement que par l'image qu'il renvoie ? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si le corps, il est fait pour aller rencontrer des gens, aller rencontrer d'autres corps, expérimenter des tas d'activités, puis encore une fois, aller goûter plein de choses pour découvrir. Donc ça, c'est vraiment le sujet de thèse et ce qu'on est en train d'expérimenter pour le moment. Vous l'avez compris, le voyage, il apporte autant au corps que le corps, il apporte au voyage. Pourquoi ? Parce que quand on essaye de démystifier le mythe du voyage, c'est pas si facile que ça. Parce que dès qu'on parle de voyage, on est obligé de parler des apports que ça a. Et les apports que ça a, le problème, c'est que c'est hyper subjectif.
Alors, je me permets, pour les quelques minutes qui me restent, d'aller un peu plus loin et d'aller démonter un deuxième mythe, parce que, tout comme mon prédécesseur, j'avais envie de parler d'une expérience personnelle qui m'a fait comprendre à quel point on est vraiment différent face au voyage. Et cette expérience-là, en fait, c'est lors d'un voyage où j'ai rencontré, on va l'appeler par exemple Jack, ok? Jack m'a fait me rendre compte que pour pouvoir comprendre ce qu'est le voyage et aussi bénéficier des apports du voyage, bah autant faut-il pouvoir expérimenter soi-même le voyage. Et le truc, c'est que moi j'ai toujours cru qu'on était, en tout cas que la plupart des personnes sur la planète, elles étaient plus ou moins libres de voyager. Et que si on ne peut pas voyager, c'est surtout une question d'argent ou peut-être de temps. Mais être libre de voyager, finalement, ça va bien plus loin que ça. En gros, ça c'est Jack. Jack, c'est un gentil humain comme vous et moi. Il vient de finir ses études en design intérieur et son rêve, c'est de faire le tour du monde. Petit panel. Le truc, c'est que Jack, ses opportunités de voyager, puis sa liberté surtout, elle est plutôt minime parce qu'il est juste pas né au bon endroit. Et donc il n'a pas le bon passeport. Pour vous donner un angle de comparaison, moi, en tant que Française, j'ai la chance de pouvoir visiter environ 150 pays dans le monde. Sans visa, ça veut dire qu'aujourd'hui, après la présentation, je peux prendre mon sac à dos et partir. Bon, ça dépend du temps de préparation que tout le monde a besoin pour partir en voyage. Mais c'est à peu près ça. Et pour le passeport canadien, bah, vous le voyez, c'est quasiment la même chose. Pour Jack, ça n'a rien à voir. Avec le passeport qu'il a, voyager, c'est être confronté à de nombreux obstacles tout le temps. C'est devoir prévoir des mois à l'avance le moindre de ses déplacements. C'est devoir fournir un nombre incalculable de preuves pour obtenir un visa. Et ensuite attendre pendant des semaines, des mois une réponse, voire même généralement attendre une réponse qui ne vient pas. Or bon, Jack, il a décidé de ne pas abandonner son rêve et d'y aller étape par étape. Il a tenté, son projet, c'est d'aller faire un voyage d'études de 6 mois en France, parce qu'il rêve d'apprendre le français, et occasionnellement parce que son frère y vit là-bas, donc il a envie d'aller le voir. Alors après de longs processus, pour effectuer sa demande de visa, elle a été refusée. 2 fois, sans aucune explication, donc sans aucun moyen de savoir ce qu'il doit faire. Alors pour lui, c'est un peu décourageant, puis voire même, si je reprends ses mots, c'est un peu humiliant aussi. Excusez-moi, je me permets de remettre. Alors, effectivement, ça, c'est une infime partie des difficultés auxquelles Jack il est confronté quand il s'agit de voyager pour aller voir sa famille, pour aller apprendre et étudier, ou juste pour se divertir. Alors, effectivement, non, pour pouvoir bénéficier des apports du voyage et comprendre même ce que c'est un voyage, on n'est pas tous égaux face à ça. Et c'est pas qu'une question d'argent ou de temps, ça va être une question aussi de là où on est né et là où on vit. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de plomber l'ambiance, ok? Et Jack, lui, quand il m'a raconté ça avec moi, j'ai eu un peu les larmes aux yeux face à son histoire. Il a gardé le sourire, il m'a juste dit « Ouais, mais c'est pas grave, Leïla. Moi, si tu me racontes déjà tes histoires de voyage, ça me va. » Alors du coup, je vais juste terminer la présentation en disant « Je serais ravie d'entendre vos histoires de voyage et peut-être de les transmettre à Jack si vous en avez envie. » Merci. Oh, ok, parfait. J'ai le droit de prendre trois questions environ, si vous en avez. C'est cool s'il n'y en a pas. Oui, Justine, pardon. Je me demandais, toi, concrètement, dans ton projet de recherche, c'est quoi que tu as fait? Dans mon projet de recherche? Ok. Je vais juste répéter la question. Donc, la question, c'était concrètement, dans mon projet de recherche, qu'est-ce que je fais? Et donc, actuellement, dans mon projet de recherche, je suis à l'étape de l'expérimentation. Donc, mon but, c'est d'aller prendre une population de personnes qui présentent des attitudes et des comportements alimentaires dysfonctionnels, donc des troubles des conduites alimentaires, voire on va jusqu'à l'extrême. Et en gros, c'est une population française, donc 5 participantes, qui, cet été, vont venir au Québec. Et nous, on va essayer d'analyser qu'est-ce que cette expérience de voyage, elle fait sur leur rapport au corps. Donc, on va leur faire passer des tests avant de partir en voyage, pendant et après le voyage, pour voir s'il y a eu des changements. On va leur faire passer aussi des entretiens qualitatifs pour aller
comprendre un peu plus ce que les questionnaires vont nous dire, puis pour aller surtout comprendre et explorer leur rapport au corps là-dedans, puis voir quels sont les éléments du voyage qui vont venir changer ou pas les choses, parce que vous l'avez compris, là, c'est pas facile de définir ce que c'est le voyage, puis il y a beaucoup trop d'éléments là-dedans pour savoir si c'est vraiment que le voyage ou d'autres choses là. Merci pour la question. Oui, Élise? C'est vraiment une bonne question. Et je vais la répéter du coup. En gros, la question c'est est-ce qu'il y a des études qui ont déjà été faites sur notre perception des aliments dans d'autres cultures, en tout cas dans d'autres pays? Oui, il y en a. Par contre, je ne connais pas toutes les études qui ont été faites là-dessus. Je suis vraiment désolée pour le micro. Mais effectivement, la plupart des études qui montrent, c'est que notre perception des aliments, dépendamment de là où on vient, elle va varier. Et c'est surtout la façon dont on va manger. Donc il y a des études qui montrent que, par exemple, notre rapport au corps, il va être différent si on a l'habitude de manger avec les mains, si on a l'habitude de manger avec des ustensiles. Et parfois, notre rapport au corps va être un peu plus flexible et positif si on est moins rigide dans notre façon de nous alimenter par rapport aussi aux normes des 3 repas par jour ou des choses comme ça. Mais je ne connais pas tout le reste des études, par contre. Désolée pour ça. Oui, je sais pas si... Si je comprends bien, tu disais en fait qu'un voyage est défini par le fait de retourner, en fait, d'où on part. Mais les gens, en fait, qui quittent leur pays, à ce moment-là, puis qui ne reviennent pas dans leur pays d'origine, on ne parle pas d'un voyage à ce moment-là? C'est une très bonne question. Merci. La question, c'est les personnes qui quittent leur pays d'origine et qui ne reviennent jamais. On ne parle pas d'un voyage dans ce cas-là. Alors, non, la plupart des études qu'ils mentionnent, dans ce cas, on va parler plutôt d'immigration. Et le truc, c'est que toutes les études qui existent sur le voyage et sur l'image du corps, c'est surtout les études qui parlent d'immigration. Donc, c'est les personnes qui ont quitté leur pays et qui se sont installées dans un autre pays. Puis là, il y a énormément d'études qui montrent justement l'impact négatif de ce processus-là d'immigration. Parce que les études, c'est souvent des personnes qui viennent de pays non occidentaux et qui viennent dans des pays occidentaux, ce qui veut dire qu'elles sont impactées par le modèle occidental qu'on vient de voir précédemment. Et donc, l'image du corps devient un peu plus négative pour ces personnes-là, parce que c'est prouvé que ce modèle n'est pas hyper bénéfique. Merci pour la question. Oui. C'est une super bonne question. En gros, la question, c'est pourquoi la France? Pourquoi la population viendrait de France? Pour être hyper honnête, c'est simplement parce que j'ai des partenariats là-bas avec une clinique française, donc la Croix-Rouge française, qui nous permet de faire venir des patients. Le truc, c'est que nous, en fait, on ne veut pas aller forcément voir l'influence du modèle corporel qu'on vient de voir. Ce qu'on veut simplement voir, c'est qu'est-ce que ça fait le voyage sur leur image du corps avec toutes les activités que ça implique. Donc c'est pour ça que pour l'instant, dans un premier processus, on en arrive à là. Au niveau de l'éthique aussi, c'est difficile d'emmener des personnes vraiment dans d'autres pays différents parce qu'il faut pouvoir justifier ça. Mais ce serait peut-être une étape plus tard supérieure et prendre une population québécoise, pourquoi pas, puis l'emmener peut-être dans un pays d'Afrique du Nord pour lequel, parce que les modèles corporels sont différents. Merci pour la question. Oui? Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Oh, une dernière question. Oui? Bien sûr, goûter la poutine. En fait, les activités prévues, ça fait partie du processus de voyage et du processus de recherche. C'est que nous, notre but, c'est d'aller les voir, genre, par exemple, 2 mois avant, de leur apporter plein de prospectus, de leur parler des activités à faire, et c'est eux qui vont choisir les activités qu'ils souhaitent faire, parce qu'on essaye de monter un voyage à leur image. Donc, ça fait partie du processus de recherche. On va documenter ça dès le début aussi. Merci pour la question.